Salut les amis, j'espère que vous allez bien et regardez, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la McLaren Artura. Et la McLaren Artura, c'est quoi? Eh bien c'est la nouvelle sportive hybride rechargeable de McLaren. Alors c'est pas la première fois que McLaren fait une hybride, puisqu'on pense bien sûr à la P1 et à la Speedtail qui étaient déjà des hybrides, mais c'est la première fois que McLaren propose une hybride vraiment au sein de sa gamme, puisque les deux autres modèles étaient un peu des modèles exclusifs qui sortaient de la gamme ordinaire. Cette fois-ci elle est bel et bien intégrée dans la gamme, donc entre une GT et une 720S. Alors bien sûr, comme toujours chez McLaren, le design est très travaillé, très soigné. On a beaucoup de galbes un petit peu partout. On retrouve ce côté très agressif à l'avant avec ce regard toujours un petit peu façon regard de requin comme ça, qui est vraiment la signature du design McLaren depuis un certain temps déjà. On remarque quand même que cette fois-ci, eh bien, on n'a pas la signature à LED intégrée dans le phare, mais bien une signature à LED tout à fait spécifique, donc avec ce bandeau de LED unique sous le phare ici. Et globalement, on retrouve l'architecture habituelle, j'ai envie de dire, des sportives à moteur central, puisque le moteur se trouve toujours ici, donc entre les passagers et l'essieu arrière. Et pour la première fois, eh bien, c'est un moteur V6, c'est-à-dire que habituellement McLaren utilise des V8, mais pour cette hybride rechargeable, eh bien, c'est un V6 3 litres twin turbo qui développe 585 chevaux. Et surtout, il est assorti à un moteur électrique qui développe 95 chevaux supplémentaires. On a donc une puissance totale de 680 chevaux. Et venez voir, si on ouvre la trappe ici, eh bien, on n'a pas forcément une trappe à carburant, mais bien une prise électrique pour recharger la batterie. Alors la batterie est une batterie de petite capacité puisqu'elle ne promet que 31 km en mode 100% électrique, mais c'est bien sûr pas le propre d'une McLaren de rouler en mode électrique puisque cette batterie sert surtout à apporter plus de puissance et donc plus de sportivité à ce modèle, un petit peu comme Ferrari l'a fait avec la 296 GTB qu'on a déjà essayé sur la chaîne et dont je vous remets le lien ci-dessous. Et comme toujours chez McLaren, eh bien, ce design et cette technique se combinent à merveille puisque bien sûr tout ce design très travaillé vise à favoriser l'aérodynamisme et notamment le refroidissement du moteur, parce que contrairement à la plupart des modèles de cette catégorie, on n'a pas ici un arrière très plongeant, on a plutôt un arrière tronqué avec une vitre assez verticale et concave, c'est assez original d'ailleurs. Et puis en fait le refroidissement moteur passe principalement par cette cheminée, c'est-à-dire que vous voyez ici on a un trou central véritablement au-dessus du moteur, donc vraiment placé au centre du V du moteur, au centre des cylindres, au-dessus des turbos, et donc pour vraiment extraire un maximum de chaleur de la voiture et refroidir au maximum le moteur. Tout ça participe vraiment à apporter un style à la fois très travaillée, mais en même temps très sobre à la voiture, puisque elle n'est pas extravagante à proprement parler. Bien sûr, ça reste une McLaren, donc quand elle passe, eh bien, elle fait tourner les têtes sur son passage. Hein, c'est pas une voiture qui passe inaperçue non plus, mais je trouve que globalement, eh bien, on a moins d'extravagance qu'on peut en retrouver sur certains modèles concurrents à ce niveau de gamme. Et moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment bien chez la marque anglaise. Et d'ailleurs, quand on regarde d'un petit peu plus près, eh bien, on constate aussi qu'il n'y a aucune coupure sur cette partie arrière, puisque McLaren a produit pour cette Artura la plus grande partie de carrosserie qu'elle n'a jamais faite. Donc regardez, toute la partie arrière commence ici, se coupe ici, et puis tout ça, c'est une seule et unique pièce qui pèse à peu près 14 kg, puisque la voiture a également fait l'objet d'un allègement très poussé pour permettre que malgré l'implantation du moteur électrique et de la batterie, eh bien, pour garder un poids suffisamment faible sur la route. Et c'est plutôt réussi puisqu'on est à peine au-dessus des 1400 kg. C'est bien sûr permis par la cellule centrale en carbone, qui est une des autres marques de fabrique de McLaren, c'est-à-dire que eh bien, toute la partie centrale ici et là en dessous est réalisée en fibre de carbone. Ça apporte non seulement une rigidité assez exceptionnelle, bien plus encore que de l'aluminium, et puis surtout ça permet d'alléger vraiment le poids de la voiture au maximum. Et puis je vous parlais d'aérodynamisme, et bien regardez ici les petites écopes, elles ont une vraie fonctionnalité puisque McLaren dit qu'elles ne sont pas uniquement là pour le style, mais qu'elles permettent bien non seulement de refroidir les freins, mais également de guider l'air vers les larges écopes qu'on a ici qui à leur tour eh bien, refroidiront le moteur. Et puis tant qu'on est à l'extérieur, eh bien, je vais vous montrer le coffre avant, donc qui se déverrouille depuis l'intérieur. On a un coffre d'une contenance finalement assez grande, assez étonnante pour un véhicule comme celui-ci, puisque on pourra facilement mettre 2 bagages cabine et puis on a bien sûr de la place suffisamment pour mettre les câbles de charge qui seront très pratiques pour recharger la voiture. Voilà pour l'extérieur. Maintenant je vais vous montrer à l'intérieur puisqu'il y a eu beaucoup de travail fait également dans l'habitacle. On a pas mal de choses à vous montrer, donc suivez-moi. À bord, l'habitacle est évidemment
principalement orienté vers le conducteur, c'est-à-dire que le conducteur aura face à lui l'écran avec toutes les informations de conduite, un écran de 10 pouces, et puis on aura le second écran placé verticalement comme toujours chez McLaren qui fait 8 pouces et qui permet donc d'avoir accès à tout le multimédia. Pour la première fois, ce système permettra également de connecter son smartphone puisqu'il dispose maintenant d'une connexion avec Android Auto et Apple CarPlay. Et puis on a un système audio signé Bang & Olufsen avec 12 haut-parleurs qui est absolument magnifique au niveau du rendu sonore. Mais comme je le disais, on va se concentrer plutôt sur le poste de conduite. Alors vous voyez déjà qu'on a ce très joli volant avec là encore de la fibre de carbone apparente autant sur les branches du volant que sur les petites palettes ici derrière. Et puis on a tout ce système ici qui est vraiment composé d'un seul tenant, c'est-à-dire que pour régler la colonne de direction, eh bien vous voyez, je peux ajuster le volant dans toutes les directions, mais à chaque fois, eh bien, on a ici tout ce panneau de commande qui bouge avec, et ça permet notamment d'avoir toujours les commandes ici qui tombent parfaitement sous la main, puisque ces commandes permettent notamment de régler les différents modes de conduite, alors pour le moteur de ce côté-ci et pour le châssis de l'autre côté, mais je vous expliquerai tout ça plus en profondeur en roulant. L'écran affiche une très belle définition et on peut bien sûr personnaliser l'affichage des informations comme on le souhaite. C'est-à-dire que non seulement l'affichage dépendra des différents modes de conduite qu'on engagera, toute la partie de gauche pourra également être personnalisée. On pourra y afficher ce qu'on souhaite voir, notamment le multimédia, mais c'est sans doute pas ce qu'on préférera ici. On pourra avoir la navigation, bien sûr l'ordinateur de bord, différentes informations sur les performances et sur le launch control de la voiture. Mais aussi, et ça c'est très intéressant, toutes les informations sur les pneus, puisque les pneus sont des pneus fournis par Pirelli, qui sont des pneus qui disposent d'une puce intégrée, donc vraiment pour avoir toutes les informations de conduite directement intégrées dans la voiture. Alors c'est pas une première à proprement parler, puisque ce type de pneus connectés existe déjà pour des outils de télémétrie, mais c'est la toute première fois que Pirelli collabore vraiment avec un constructeur pour fournir ce service de série. Donc toutes les Artura disposeront de ces informations vraiment typiquement sur les pneus de base sur tous les modèles. McLaren propose également deux types de sièges. On a les sièges confort et les sièges sport. Ici, nous avons les sièges confort qui sont donc des sièges qu'on peut régler électriquement dans le sens de la longueur, mais également en hauteur et dont on peut régler l'inclinaison, alors que les sièges sport sont des sièges vraiment dédiés à la conduite et plus orientés d'ailleurs vraiment conduite sur piste à proprement parler. Vous voyez également qu'on n'a pas vraiment de levier de boîte de vitesse puisque la boîte se compose simplement des trois boutons ici, marche avant, neutre, marche arrière. Une marche arrière qui n'est même pas typiquement physique, c'est-à-dire que dans la boîte de vitesse, eh bien, il y a 8 rapports pour la marche avant, mais on n'a pas vraiment de marche arrière physique, puisqu'en fait la marche arrière n'est obtenue qu'en faisant tourner le moteur électrique à l'envers. Et donc ça permet d'économiser un rapport et donc d'économiser du poids sur le poids global de la voiture. Et puis on a également un intérieur qui est très qualitatif avec ses sièges mi-cuir, mi-alcantara, avec de l'alcantara également partout sur le tableau de bord, des contreportes en cuir également, et puis comme je le disais, des inserts en fibre de carbone, de très jolies surpiqûres orange ici sur notre véhicule d'essai qui se marie d'ailleurs avec les ceintures de sécurité. Donc vraiment on est dans un univers typiquement de voiture de luxe. On a également un petit peu de fibre de carbone ici. Donc ça nous plonge vraiment dans une atmosphère tout à fait particulière. McLaren nous dit aussi avoir considérablement augmenté le nombre d'assistants de conduite avec notamment un système d'aide au maintien de voie qui est pour une fois désactivé par défaut. Et ça vous savez très bien que je ne peux que cautionner parce que ça veut dire que le conducteur qui veut l'activer notamment sur autoroute pour profiter du régulateur actif avec fonction stop and go, eh bien pourra le faire. Mais ça veut dire aussi que le conducteur lambda de base du McLaren préférera qu'il soit désactivé pour vraiment avoir le contrôle total de la voiture. Et ça, eh bien, c'est ce qu'on ne va pas tarder à voir puisque on va se mettre en route pour aller voir ce qu'elle vaut sur la route. Par défaut, l'Artura démarre sur le mode électrique, c'est-à-dire que quel que soit le mode sur lequel on l'avait laissé quand on a éteint le moteur, eh bien à chaque fois qu'on va la redémarrer, elle va démarrer par défaut sur le mode électrique, au moins tant qu'on aura de la batterie, puisque donc il y a plusieurs systèmes de gestion de l'énergie de la batterie, puisqu'il est possible, selon les modes de conduite, de définir un niveau de charge plus ou moins élevé. C'est-à-dire que ici, sur le mode
électrique, forcément, on va pouvoir utiliser toute la capacité de la batterie jusqu'à arriver à 0 et à ce moment-là, on basculera sur le moteur thermique. Sur le mode confort, ça fonctionnera de la même manière, donc ça privilégiera le mode électrique, donc en switchant automatiquement du mode électrique au mode thermique pour essayer d'optimiser la consommation globale. Par contre, sur les modes sport et track, on pourra définir manuellement le niveau d'énergie qu'on souhaite dans la batterie. C'est-à-dire que par défaut, sur le mode sport, on pourra ce sera en tout cas réglé pour disposer en permanence de la moitié de charge de la batterie. Donc tout ça pour avoir des performances maximales en toutes conditions, pour être sûr d'avoir un minimum de charge pour utiliser la voiture à son plein potentiel. Et puis en mode track, là le moteur fera en sorte que la batterie soit constamment chargée à son maximum, puisque là c'est vraiment un mode, comme son nom l'indique, qui est dédié à être utilisé sur piste, donc vraiment pour utiliser la voiture au maximum de ses capacités, et il faut pour ça qu'il y ait toujours un maximum de charge. Alors bien sûr, quand on définit un niveau de charge plus élevé, c'est le moteur essence qui fait office de générateur pour recharger la batterie, ce qui fera donc augmenter la consommation, bien évidemment. Maintenant, c'est vrai que c'est pas le point primordial quand on est sur un mode track. Le point est vraiment d'avoir le maximum de performance. Alors pour passer d'un mode à l'autre, ça se passe ici via les commandes ici au volant, les petites oreilles. C'est très pratique parce que ça permet de garder les mains sur le volant tout en réglant les modes désirés. Donc là par exemple, si je clique une fois, je passe en mode confort et automatiquement vous entendez le moteur thermique là s'est mis en route, puisque comme ça monte un petit peu, le système de gestion calcule que ce sera plus intéressant de rouler pour l'instant sur le mode thermique que sur le mode électrique. Et donc réveille le moteur automatiquement. La petite commande ici, la petite oreille de l'autre côté, permet de gérer les différents modes de réglage châssis. Donc on a bien un bouton pour régler les paramétrages moteur, donc où on aura un mode électrique, confort, sport et track. Et puis on a un deuxième bouton pour régler les commandes châssis, où on aura également confort, sport et track, avec à chaque fois bien sûr un setup d'amortissement, un setup de direction, un setup de réponse à l'accélérateur différent. Et puis si je presse le petit bouton ici, ça me permet de prendre le contrôle de la boîte manuellement, entièrement manuellement, c'est-à-dire que si je reste sur le mode automatique et que j'actionne les palettes au volant, je vais passer forcément sur un mode manuel pendant quelques instants, mais la voiture remettra la boîte en automatique après quelques secondes, et c'est vraiment un laps de temps très très court ici sur cette Artura, alors que là, donc après avoir appuyé sur le bouton, je reste en manuel, donc je peux vraiment avoir le contrôle total de la boîte. Et de l'autre côté, le petit bouton central permettra d'activer les différents modes du contrôle de stabilité, donc de l'ESP, et on peut même entièrement le désactiver. Alors ça par contre, on va le réserver pour la petite session sur piste tout à l'heure, puisque McLaren nous a prévu une session sur circuit, ça va être très amusant aussi. Sur ces modes confort et électrique, l'Artura est presque trop facile à prendre en main, je dirais. C'est très très discret, les sensations sont toujours très feutrées, même la pédale d'accélérateur manque presque un peu d'attaque comme ça, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de très très doux. Alors bien sûr, cette voiture est prévue pour être utilisée au quotidien, donc c'est vraiment une McLaren qui a été faite pour un usage quotidien, en tout cas pour ceux qui pourront se le permettre. Et donc, pour l'usage quotidien, pour rouler en ville, notamment sur son mode électrique, puisque c'est bien à ça aussi que sert le mode électrique, c'est de pouvoir accéder au centre urbain où il y a de plus en plus de restrictions, etc. Et donc là, la voiture se montre particulièrement docile. Mais c'est bien évidemment sur ces modes sport et plus encore track que la voiture se révèle vraiment, puisqu'on a alors quelque chose de très très incisif. Alors bien sûr, toute la cellule centrale en fibre de carbone rend la voiture extrêmement rigide sur la route, et donc ça permet vraiment de virer complètement à plat. Et on a un très très bon feeling, puisqu'on a également une direction qui est hyper précise, vraiment chirurgicale. C'est assez impressionnant, et donc sur les enchaînements de virages comme ici, la voiture fait preuve d'une agilité absolument dingue. C'est vraiment au même niveau que la Ferrari 296 GTB qu'on a déjà pu essayer sur la chaîne. Et les accélérations sont toujours puissantes, puisque les performances sont vraiment de tout premier plan. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 3 secondes. Donc ça, c'est l'un des bienfaits de l'hybridation, c'est que le moteur électrique pousse directement dès les premiers mètres, et donc on n'a aucun temps de latence
à l'accélération et ça se ressent vraiment à chaque moment, à chaque relance, vraiment on sent cette poussée électrique qui est vraiment instantanée, c'est très très agréable. Après, j'aurais deux petits bémols. Le premier, c'est la pédale de frein que je trouve qui manque un petit peu de progressivité dans l'attaque. C'est-à-dire que c'est très ferme et en même temps, il faut appuyer un petit peu avant de sentir que ça freine vraiment. Donc au début, le ressenti est un peu mitigé. Après, bon voilà, on s'y habitue. Hein, quand on conduit de manière dynamique comme ici, on s'y habitue et le freinage en lui-même n'a vraiment aucune critique, c'est-à-dire que ça freine très très fort. Deuxième petit bémol pour moi, c'est le bruit du moteur. C'est-à-dire que dans les précédentes McLaren que j'avais conduites, à moteur V8 forcément, puisque celle-ci est la première à moteur V6, mais le bruit moteur faisait vraiment partie de l'environnement supercar de la voiture. Et ici, ce V6, on a l'impression qu'il chante vraiment moins bien. Alors chez Ferrari, quand on avait essayé la 296 GTB, les ingénieurs nous avaient dit avoir particulièrement travaillé la sonorité pour qu'elle reste fidèle à ce qu'attendent en fait les clients Ferrari. Ici, chez McLaren, j'ai l'impression qu'ils ont pris une approche différente en disant on met un V6 et du coup, on assume pleinement que ça fasse un bruit de V6, donc un bruit moins travaillé. Alors, sur le mode confort, c'est très bien parce que le bruit du moteur est très feutré et donc ça participe, comme je le disais tout à l'heure, à ce côté utilisable au quotidien, à ce côté très discret de la voiture qui pourra être agréable dans certaines situations. Mais par contre, voilà, sur les modes sport et track, eh bien, on aurait vraiment aimé quelque chose de plus chantant parce que voilà, je vais pas dire ça sonne bien à l'oreille, etc. Mais ça manque un peu de... La voix manque un peu de fond, la voix manque un petit peu de profondeur, je trouve. Et donc voilà, sur le mode confort, eh bien, quand on arrive en ville, la voiture va repasser automatiquement en mode électrique. Et donc elle va le rester, tant que bien sûr la topologie s'y prête, elle va le rester jusqu'à environ 60 km/h, alors que sur le mode électrique, elle peut rouler 100% électrique jusqu'à 120 ou 130 km/h. Ici à 60 km/h, voilà, le moteur essence se réactivera automatiquement, mais ça permet, comme vous voyez, de traverser villes et villages sans faire de bruit. D'ailleurs, ça étonne toujours les gens qui nous voient passer, parce qu'ils voient passer une McLaren, ils voient passer une supercar comme ça, et puis sans bruit, c'est toujours quelque chose d'étonnant en tout cas. On est donc sur la piste maintenant avec mon instructeur personnel, Luciano, qui m'a donc, comme vous pourrez l'entendre, bien guidé pour connaître un peu les bases. On est sur le circuit Ascari dans le sud de l'Espagne, un super beau circuit. Et donc sur piste, on peut vraiment exploiter au maximum les capacités de la voiture. Et je peux vous dire que c'est assez dingue parce que toute l'agilité qu'on sentait déjà sur la route eh bien, est ici décuplée. On a vraiment la sensation que la voiture fait précisément ce qu'on lui demande, c'est assez dingue. On peut freiner tard, on peut tourner, je vais dire, avec une trajectoire assez propre quand même, mais on peut vraiment faire ce qu'on veut de la voiture. Elle tourne parfaitement à plat et puis tout est vraiment instantané puisqu'on est bien sûr sur le mode track autant pour le moteur que pour le châssis, hein, pour un usage sur piste. Donc on a les aides à la conduite qui sont également désactivées. Et vraiment, on prend vraiment conscience de tout ce que la voiture peut faire. Et donc, elle met vraiment en confiance parce qu'elle est également très facile à prendre en main. Elle a un équilibre qui est assez dingue. Et puis là encore, elle est jamais trop caractérielle. Et waouh, vraiment les performances sont tout simplement hallucinantes. Alors là, bien sûr, comme j'expliquais sur la route, hein, le moteur thermique non seulement alimente en direct les roues, mais permet également de recharger la batterie pour s'assurer d'avoir en permanence la pleine puissance. Donc, c'est-à-dire que de pouvoir utiliser en permanence non seulement toute l'énergie du moteur thermique, mais également toute l'énergie du moteur électrique pour donc avoir vraiment les 680 chevaux et 720 Nm. Et alors le freinage aussi, pleinement mordant,
quand on appuie, on est content d'avoir des harnais pour être bien tenu parce que vraiment ça freine très fort. Et en plus ils sont bien endurants puisque les voitures ici, comme celle que je conduis, tournent donc depuis ce matin sans arrêt, puisqu'il y a tous mes collègues d'un peu partout en Europe qui sont là également pour l'essai. Et le freinage est toujours aussi mordant, aussi précis. On n'a aucune remontée dans la pédale. C'est franchement assez génial. Voilà, ainsi se termine donc notre essai avec la McLaren Artura. Juste encore un petit mot sur sa consommation, puisque l'hybridation fait évidemment beaucoup de bien, puisqu'elle est homologuée à 6,4 litres en WLTP. Et ça, ça permettra d'avoir des rejets de CO2 de seulement 104 grammes, ce qui la rendra notamment exempte de malus chez nos voisins français. Alors bien sûr, ce n'est toutefois pas la voiture que vous croiserez partout dans la rue, puisque son tarif chez nous est quand même de 232 706 €. C'est quand même un sacré budget, mais on n'en attendait pas moins d'une McLaren. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que l'essai de cette McLaren Artura vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé en commentaire ci-dessous, posez-nous vos questions et comme d'habitude je tâcherai d'y répondre le mieux possible. Et puis sinon on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.